Par où vous êtes passé? Qu'est-ce qui vous a amené là aujourd'hui? Quelles sont vos aspirations? Donc je vais vous laisser prendre un micro si vous voulez bien et puis peut-être vous présenter. Athénaïs, qui es-tu et que fais-tu? Je m'appelle Athénaïs Fondrevel, je suis autrice de bande dessinée, mais peut-être comme vous le savez, on ne vit pas de la bande dessinée en France. Enfin, certains en vivent, mais moi non. Et donc du coup, à côté de ça, je suis hôtesse d'accueil en entreprise. Donc du coup, les troubles 10 en entreprise, c'est un sujet que je commence à comprendre. Voilà. Je m'appelle Camille Pianel. Je suis designer textile spécialisée dans la création de motifs. La chemise. Moi, je suis freelance, donc je travaille pour des entreprises. Je démarche énormément d'entreprises. Voilà. Enfin... Déjà beaucoup. Et juste, on reviendra sur le statut de freelance et de... Voilà. Bonjour à toutes et tous, donc je m'appelle Mathilde et je suis chef de projet culturel et je suis salariée. Merci. Alors, première question, d'abord, voilà vos métiers, mais quelles études vous avez fait? Est-ce que ça correspond à ce que vous faites aujourd'hui ou pas du tout? Oui, moi j'ai fait 5 ans de Beaux-Arts. Et après, j'ai fait un master BD, donc complet. Puis après, pour hôtesse d'accueil, il faut juste le bac, donc du coup, ça aussi j'ai. Facile. Ouais, plus ou moins. Mais, ouais. Et on n'a pas précisé nos troubles, en réalité, c'est pas mal qu'on n'ait pas précisé aussi. Mais c'est vrai que c'est pas écrit dessus. Non, non. Mais du coup, pour ma part, je suis dyslexique, orthographique et dyscalculique. Voilà. Je sais pas si... Alors... moi, j'ai fait une STI art appliqué, qui aujourd'hui s'appelle ST2A, je crois, un truc comme ça. Ouais, voilà. Merci pour. Et j'ai ensuite fait les Beaux-Arts en section design textile, donc complètement mon métier d'aujourd'hui. Et pour faire rêver un petit peu, j'ai quand même eu mon bac du premier coup. Et je suis la seule de ma promo à l'avoir eu, du premier coup. Ils l'ont eu après, mais voilà. Et j'ai été majeure de promo avec 19 de moyenne aux Beaux-Arts. Bravo. J'insiste là-dessus parce que, voilà, même quand je le dis encore aujourd'hui, j'ai encore des frissons. Mais clairement, je me souviens très bien au bac, mes profs qui arrivent. Bon, alors Camille, t'es prête? On passe, on va. Mais en fait. Voilà, je reviens des trucs et ils me disent « Camille, t'es prête? Alors on va bosser pour... » Non, mais c'est bon, je l'ai eu. Quoi? Voilà. Et pour mon diplôme, pareil, mes profs qui font « Alors, c'est quoi ta note de diplôme? Tu l'as eu? » Bah ouais, majeure de promo. Pourquoi? Voilà, j'insiste là-dessus parce que je pense que c'est très important, que c'est possible et ça marche en fait, à partir du moment où on fait ce qu'on aime. Et moi, je suis dyslexique. Je pense que j'ai d'autres troubles. Tu me disais justement tout à l'heure que peut-être. Mais tu te poses en la fait, question moi, à mon époque, quand on m'a diagnostiqué, il y avait juste dyslexie. Je pense qu'aujourd'hui, si je refaisais vraiment tout le diagnostic et tout ça, etc., il y aurait sûrement d'autres trucs. Sûrement un TDAH, à mon avis. Mais voilà. Alors pour moi, j'ai été diagnostiquée à l'âge adulte. Donc je suis passée complètement à travers les mailles du filet. Donc j'ai fait un parcours littéraire sans aucune difficulté. Après, j'ai fait l'école du Louvre que j'ai intégrée immédiatement après le bac. Et après l'école du Louvre, donc il y a une école qui est spécialisée en histoire de l'art. J'ai poursuivi mes études à la Sorbonne où j'ai fait de la recherche. Donc j'ai fait un master 1 puis un master 2, toujours en histoire de l'art. Et j'ai été diagnostiquée à l'âge de 23 ou 24 ans dyscalculie unique. J'ai été diagnostiquée l'année dernière, donc à l'âge de 32 ans, dyspraxique. Et cette année, donc à l'âge de 33 ans, j'ai été diagnostiquée HPI. Et je présume que mon HPI a complètement tout caché, tout mis sous silence mes troubles 10. Et je pense que c'est pour ça qu'en fait, je suis passée complètement à côté du sujet.
Et du coup, l'arrivée en entreprise, pour celles qui, qui sont passées par là, comment ça s'est passé? Est-ce que vous aviez mentionné sur votre CV que vous aviez un ou des troubles 10? Est-ce que vous en avez parlé en entretien? Est-ce qu'on vous a posé la question? Comment... Athénaïs, peut-être? Donc, pour hôtesse d'accueil, a priori, les entretiens, on parle pas trop. On dit qu'il faut de l'aisance à l'écrit avec une orthographe impeccable. Bon, je postule quand même, parce que sinon je m'en sors pas. Et puis alors là, pour ce travail là que j'ai récemment, pendant l'entretien d'embauche, on m'a dit, alors vous allez être relié au pôle finance. Alors j'espère que vous n'avez pas de problème avec les numéros et les chiffres. J'étais, ah bah alors bingo, on est bien. Donc non, j'ai dit, bah, c'est un peu la cata parce que je suis dyscalculique. Ils m'ont dit, ah mais pas de problème. Eh ben c'est super. Oh bah alors si c'est super. Bon, eh ben ils étaient pas prêts, voilà. Voilà, donc là c'est un petit peu chaotique. Donc je fais beaucoup de saisies. Je fais pas du tout de calcul, mais je fais beaucoup de saisies de factures à un logiciel. Et en fait c'est des grands numéros avec des 6, des 9, des 5, des 0, enfin bref, des virgules. Et donc je fais énormément d'erreurs de saisie en fait. Et on me demande de faire des efforts, d'être un peu plus concentré. Et donc ça me ramène à mes souvenirs d'enfance pas hyper joyeux. Donc voilà. Mais après je pense pas que ce soit de la malveillance, c'est vraiment de l'ignorance. Je pense que c'est ça. Je pense pas que les entreprises soient fermées au fait d'accepter les 10. C'est juste qu'ils connaissent pas en fait, donc ils disent ouais pas de souci, ça va être simple et en fait j'ai pas la place non plus de le dire aisément. C'est-à-dire pas la place. Bah, ça veut dire que parce que j'ai des rendez-vous avec ma manageuse. Et en fait, je trouve pas la place pour dire au fait, au niveau des troubles 10, ça gêne. Bon, voilà, je suis juste désolée de faire trop d'erreurs et en fait, je trouve pas, je sais pas comment lui dire en fait. Enfin, voilà. Et est-ce qu'aujourd'hui, regrette, le mot est fort, mais est-ce que tu aurais aimé en parler justement pendant l'entretien et bien, parce que tu l'as dit, mais bien expliquer en gros ce que ça a impliqué? Ben non, parce que en fait j'ai trop peur de foirer l'entretien en fait, parce que c'est pas hyper vendeur de dire non, le pôle finance, les numéros, c'est pas mon truc. En fait je préfère le tourner en dérision, mais quand même le dire, comme ça on est sûr qu'ils sont au courant, même si c'était une petite blague, mais ils sont au courant, la pilule est passée, et après à eux de composer avec quoi. Mais du coup là on compose. Enfin, voilà. D'accord. Et toi, du coup, alors avec tes relations avec les entreprises avec lesquelles tu travailles, est-ce que tu le dis par rapport au délai, par rapport à, je sais pas, certaines difficultés? Alors déjà, moi, l'avantage que j'ai, c'est que la compta, c'est moi qui l'a fait, donc s'il y a des erreurs, il n'y a que moi qui peux gérer le truc, quoi. Pareil, moi, je gère de la compta aux réseaux sociaux. Je fais la totale pour moi-même, donc il n'y a que moi-même qui. Par contre. C'est vrai que moi, je me suis pris des bonnes claques. Alors clairement, le cap post-diplôme et je me lance dans le milieu entrepreneurial a été une claque démentielle. Clairement, j'ai retrouvé tous mes troubles de comme si j'étais en primaire. Tu n'es pas passé par le salariat à aucun moment? Non, pas du tout. Je suis pas du tout passée par la case salariat. Non, je suis sortie d'école, j'ai eu mon statut de maison des artistes un mois après et je me suis lancée dans le bain de l'entrepreneuriat direct. Aussi pour des envies créatives, je l'ai fait. Peut-être parce que je suis un peu folle aussi, mais ça c'est une autre histoire. Et en fait, blague à part, je l'ai fait parce qu'en fait j'ai des parents qui sont libéraux. Et en fait, moi, ma mère m'a dit Camille, moi, je peux t'expliquer comment monter une société, mais alors, aller à un entretien d'embauche, je suis incapable de te dire comment faire. Et en fait, je ne connais que ça, moi. Donc, c'était peut-être le truc plus simple pour moi que. Alors, le salariat me faisait juste. Je comprenais pas ce que c'était. Donc, c'est peut-être plus pour ça que je me suis dirigée vers ça. Mais tout ça pour dire que c'est vrai que je pense que tous les changements de cap, en fait, pour un 10, qu'il soit enfant ou adulte, c'est des trucs. Donc j'ai refait une rééducation avec mon orthophoniste, qui m'a beaucoup fait de bien. Mais j'ai eu 2 bonnes premières années très très compliquées. Alors pas que financièrement, parce que je faisais plein de petits jobs à côté, des babysitting, je faisais aussi tout ce qui est tourné autour de l'enfant et tout ça.
Mais je me suis pris des grosses claques. Et puis alors, voilà, quand on est en indépendant, on démarche. Et alors, quand on envoie un mail à une entreprise, parce que, alors, je travaille dans un secteur en fait où quand on appelle, on dit ouais, super, vous nous envoyez un email? Non, je veux pas. Faut savoir que j'ai quand même mis 5 ans à arriver à écrire l'email et l'envoyer. Avant, j'écrivais l'email, il restait ouvert là sur mon truc. Là, allez, vas-y, on l'envoie. Non, je vais pas y arriver. Et tout ça, enfin, vraiment, c'est un truc qui a été très dur pour moi, l'envoi d'email. Et donc, orthophoniste, outil de compensation, des outils numériques. Ah ouais, alors, et puis en fait, il y a le truc de je fais corriger par mon entourage. Mais c'est génial, en fait, de faire corriger par son entourage. Et ça marche très, très bien. Le souci, c'est que la plupart du temps, on ne corrige pas que les fautes d'orthographe. Oui. Alors, chers parents qui sont ici, si vous corrigez les travaux de vos enfants et tout ça, qu'ils soient adultes ou enfants, faites tout pour corriger uniquement les fautes d'orthographe. Surtout pas l'idée qu'il y a derrière. On sent la créative quand même. Non, mais c'est très dur parce qu'on reçoit le mail corrigé, on fait ouais, mais c'est pas tout à fait ça que je voulais dire, c'était pas comme ça. Et tout ça. Bon, maintenant il y a l'intelligence artificielle, je vous avoue, ça c'est génial. C'est devenu mon... Enfin, clairement, il écrit tous mes mails. Hein. Mais est-ce que tu en parles quand même à tes oui, entreprises, alors, à tes clients? Eh ben, aujourd'hui, oui. Alors, ça fait pas très longtemps que je le fais. Enfin, ça doit faire 4-5 ans. Ouais, à peu près. Ça fait 10 ans que je bosse, donc oui, depuis que j'arrive à envoyer des emails, j'en parle, on va dire. Et en fait, c'est un tétraplégique qui m'a déclenché le fait d'arriver à le dire à mes clients. Parce qu'au début, c'était très dur pour moi d'engager la conversation. En plus, c'est pas en tant qu'indépendant, c'est pas juste on rencontre une personne. Non, enfin, on a une quarantaine de clients, donc il faut l'expliquer 40 fois à 40 personnes différentes. Et encore, si je travaille avec une société, j'ai peut-être dans une société 40 personnes avec qui je vais travailler dans la société. Donc il faut le réexpliquer à chaque fois. Donc, et ce tétraplégique, en fait, il m'a dit alors il faut imaginer, hein, je suis en train de parler avec lui, je suis assise devant lui, voilà, et lui, la seule chose qui peut bouger, c'est sa bouche, un œil et un doigt. Et il me dit Camille, moi je peux pas bouger mon corps, toi c'est ton cerveau que tu peux pas bouger. Et j'ai fait ok, bon, je vais en parler. Et c'est là où je me suis mis à en parler sur mes réseaux sociaux. Que je me suis mis à l'écrire dans tous mes emails. Donc mes emails, mes devis, tout sans exception. Il y a toujours écrit, il y a une phrase qui dit il y a peut-être des fautes dans mes textes, mais il n'y a pas de fautes dans mes dessins. Je suis dyslexique, merci. Et en fait, ça passe. Et en fait, c'est hyper efficace, mais c'est tout simple, mais ça marche hyper bien. Et voilà, et les gens, ils font ah ok, d'accord, ah ben je comprends mieux. Et en fait, ils font beaucoup moins attention aux fautes d'orthographe, ils font beaucoup moins attention à tout ça. Et vu qu'en plus, j'ai l'avantage de ne pas vendre vraiment un truc qui s'écrit, je fais pas des calculs ou des choses comme ça. Généralement, ça passe. Et voilà, faut que je bosse un peu mes praises. Voilà, généralement, quand je fais des présentations, j'essaie de faire vraiment gaffe. Attention. Mais voilà, mais après... donc voilà. Et toi, Mathilde? Alors moi, c'est plutôt un non-sujet dans le sens où, à cause de ma dyspraxie, je ne vais pas réussir à monter un meuble Ikea ou je ne vais pas trop aimer aller à Disneyland faire Space Mountain, mais dans le cadre pro, c'est pas trop un sujet. Et par contre, pour la dyscalculie, effectivement, j'ai appris mes tables de multiplication dans le sang et je ne sais pas dans quel sens on fait une règle de 3. Mais comme je travaille dans le milieu culturel et que mon job, c'est d'organiser des expositions, c'est pas comme si j'étais comptable ou que sais-je. Et donc, dès lors que je me sens en difficulté, donc déjà, j'alerte immédiatement mon N+1. Et si besoin, je fais éventuellement un travail en binôme en demandant à la personne avec qui je travaille de vérifier les choses. Mais c'est pas un problème au quotidien dans le sens où je ne manipule pas les chiffres au quotidien. Et j'ai un métier qui va être, comme vous deux, beaucoup plus tourné vers le volet culturel, créatif, artistique. Et dans ces domaines-là, j'ai aucun problème. Donc, ça roule. Du coup, qu'est-ce qui vous a poussé
ne pas trop en parler Est-ce que c'était la peur de ne pas être accompagné, de ne pas avoir le job? Si vous aviez un conseil à donner, est-ce qu'il faut en parler? Est-ce qu'il ne faut pas en parler? Alors, j'aurais aucun conseil à donner parce que je suis très mauvaise en conseil. Mais le problème que j'ai eu, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai été diagnostiquée à l'âge adulte. Et je travaillais déjà, en fait, quand j'ai été diagnostiquée. Donc, je pense que si on est, par exemple, au sein d'une situation professionnelle qui est extrêmement problématique pour une raison X ou Y, bien évidemment, il faut savoir mettre les choses à plat. Et s'il faut apprendre à se battre, il faut se battre. Mais si on est dans une situation professionnelle et qu'on est dans un environnement bienveillant, même si c'est un mot un peu galvaudé, s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'aurais plutôt l'avis qui est peut-être mauvais de garder les choses pour moi. Mais le problème, c'est que quand on ne dit pas les choses, on ne change pas la situation et on ne fait pas avancer les choses en bien. Donc, c'est pas un bon conseil. Qu'en penses-tu? Moi, je serais pour en parler, parce que plus on va en parler, plus les choses vont se mettre en place, en fait, même si c'est un peu compliqué. Mais dans mon cas, du coup, donc je suis hôtesse d'accueil, et donc quand on me demande, je sais pas, par exemple, qu'est-ce que tu faisais avant, donc moi je dis que je fais de la bande dessinée, et ma bande dessinée, du coup, s'appelle 10 et ordinaire. Donc forcément, du coup, elle est là. Mais ceux qui comprennent le mot 10, tout de suite, je vois l'étoile dans les yeux qui me disent toi aussi, oui, moi aussi. Enfin, bon, voilà. Et en fait, ceux qui connaissent pas, je leur explique. Et donc, je leur dis, voilà, moi-même, je suis dyslexique. Et donc, c'est un premier pas vers qu'est-ce que c'est d'être 10. Et donc, comme c'est dans le contexte de l'entreprise, du coup, on se rend compte aussi que dans l'entreprise, il y a des gens 10 qui ne l'ont jamais dit. Et qui du coup me disent mais tu sais moi je suis 10, je l'ai jamais dit mais la blague quoi, personne ne le sait, mais c'est une souffrance en vrai au quotidien, enfin c'est pas facile, enfin je pense vraiment à une personne en particulier et c'est pas forcément simple en fait pour cette personne-là, donc je pense que plus on va le dire, plus des choses vont se mettre en place et les entreprises n'auront j'espère pas le choix que de se plier et de s'adapter en fait à nous, parce qu'on arrive et on est nombreux et nombreuses à être concernés, donc la société. Donc, ouais, c'est ça, et l'entreprise va devoir se plier aussi, je pense, à ça. Et juste une question, est-ce que vous avez une RQTH? Oui. Non. Non, moi ça a été refusé. Mais j'y pense beaucoup, moi. D'accord. Je suis pas assez dyslexique. Non, je sais pas. Mais j'y pense beaucoup, moi, à l'affaire, entre autres, pour reparler de la question de tout à l'heure. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand on travaille en entreprise et qu'on a un handicap, l'entreprise a des aides par rapport au fait qu'on travaille, si je ne me trompe pas. Hein. On est d'accord, hein? Tu compléteras, oui. Des appuis, alors peut-être. En tout cas, voilà. Enfin, il y a quelque chose derrière, on va dire. Et c'était pas le cas, en fait, en tant qu'indépendant. Je veux dire qu'en tant qu'handicapé indépendant, il n'y avait aucun appui, rien du tout pour l'entreprise. Et en fait, c'est pas le cas depuis le début de l'année. Donc c'est tout nouveau en fait que les handicapés, tout handicap, indépendants, entrepreneurial, tous ces domaines-là, ont un appui aussi et ont des aides qui sont différentes de ceux qui sont salariés. Et c'est tout nouveau. Et c'est pour ça que j'y pense en fait. Voilà, tout simplement. Parce que ça n'avait aucun intérêt en fait, tout ça. Et donc c'est tout nouveau en fait, ça vient tout juste d'arriver sur... voilà. Pardon ? Comment tu as découvert ça? Alors comment j'ai découvert ça ? J'ai découvert ça parce que en fait, je gravite pas mal autour des handicaps invisibles. Et je vis à Caen en Normandie et je fais partie d'une association d'indépendants d'handicap invisibles. Donc voilà. Il n'y a aucun handicap dyslexique dans la troupe, mais ils ont tous des handicaps autres, mais sur cette idée d'handicap invisible en fait. Et c'est comme ça que j'ai découvert ça. Donc voilà. Et sinon, juste pour le conseil, en fait, je pense que c'est le regard qu'on porte sur la dyslexie qui fait la différence. Et à partir du moment où on pense que cette dyslexie nous handicape, on n'arrivera pas à en parler
et en parler sera toujours difficile et apportera toujours des problématiques. Et il faut vraiment considérer que c'est une bonne copine qu'on a à côté de soi, qu'on trimballe, et elle est toujours là. Et de temps en temps, on a le droit de lui dire « vas-y, viens m'emmerder », et de temps en temps, on la remet à sa place. Et je pense que c'est ça qui est important. Et c'est le conseil que je donnerais pour en parler ou pas, en fait. Voilà. Est-ce que tu retrouves, toi, Yvan, un petit peu sur le terrain des jeunes qui ont cette vision-là, ou est-ce qu'ils sont beaucoup plus en difficulté? Et est-ce que, par rapport à l'estime de soi, tu disais qu'il y a tout un travail à faire, est-ce que c'est une grosse partie du job et qu'avec une estime de soi renforcée, ça permet justement d'enfoncer un peu plus les portes? On va retrouver tout type de profil. C'est sûr qu'au sein de nos structures, alors je ne sais pas si je vais dire on n'a pas la chance, mais ce n'est pas toujours vous qu'on va retrouver. On va retrouver plutôt des personnes avec des troubles un peu plus sévères. Je disais peut-être moins d'autonomie. Donc là, il y a un travail important à refaire sur l'estime de soi. Mais nous, on est convaincus qu'il y a tellement de qualité, vous l'avez dit, tellement de qualité. C'est ce travail-là qu'il faut faire pour que les personnes en soient convaincues et qu'on arrive vraiment à les partager avec le monde de l'entreprise. Moi, si j'avais un souhait, c'est qu'on puisse intervenir dans toutes les classes, on va dire juste après BTS et tout, sur quelques temps, parce que tous ces jeunes, alors BTS, j'ai envie de dire, en tout cas, qui arrivent à un âge mature, c'est les futurs peut-être dirigeants, c'est les futurs managers, c'est les futurs collègues, et c'est vraiment à ce niveau-là que ça se joue. Merci. Un dernier mot juste pour conclure. Vos envies pour la suite. Alors, est-ce que tu peux nous montrer peut-être ta BD? Est-ce qu'il y a une suite? Est-ce que tu veux poursuivre? Est-ce que tu as un projet? Elle est sortie en juin, donc je la laisse sortir. C'est déjà bien. Et non, mais pour la suite, oui, j'aimerais bien vivre de la BD. Pour l'instant, j'ai pas d'autres projets, donc bon, voilà. Mais non, être plus apaisé dans le travail, surtout au niveau des troubles 10, que ce soit un peu plus compréhensible, même pour un travail alimentaire qui n'est pas un travail passion, que juste ça me bouffe pas le stress, ma santé mentale aussi, parce qu'en fait quand au travail on nous rabâche qu'il faut faire des efforts, ça use en fait, c'est fatigant. Et donc du coup oui, dans mon envie ce serait que tout le monde soit un peu plus flexible sur le fait d'être performant en entreprise surtout, et oui, un peu plus flexible tout simplement, et un peu plus ouvert au fait que oui, non. À la différence. À la différence, tout simplement. C'est assez simple, mais ça paraît, mais c'est pas. Il y a du boulot. Ouais, c'est pas encore aisé, ouais. Je vais pas parler de mon envie professionnelle. Mais tu me parlais de l'anglais quand même. Ah oui, l'anglais. Le développement à l'international. Je vais parler de complètement d'autre chose. Oui, c'est sûr que je rêverais que vous soyez tous en train de porter un motif de moi, bien sûr. Oui, ça c'est sûr et certain. Non, je vais parler d'une autre envie. Vous verrez, il y a le reportage qui est passé sur M6 qui va passer dans lequel je passe. Et quand la journaliste m'a demandé si je pouvais passer dans ce reportage, je lui ai dit oui à une seule et unique condition, c'est que ça donne de l'espoir aux autres, aux futurs adultes 10 en fait. Et j'avais vraiment envie de ça. Et si, voilà, je pense que c'est une envie que j'ai un peu personnellement. J'aimerais beaucoup aider en fait ces futurs 10. Je ne sais pas comment encore, on verra. Bien, je lance la pierre dans l'univers. Mais voilà, c'est une autre casquette que j'aimerais me donner. Et je lance aussi un petit truc. J'ai lancé un atelier qui s'appelle Truc de 10. Peut-être vous pourrez aller voir sur mon site internet, je l'ai mis dessus. Peut-être que c'est la première pierre de ce futur truc. On le mettra sur le site de la voilà. FF10. Et parce qu'on a 3 créatifs quand même. Et toi, Mathilde? Alors moi, mon envie, ça serait plutôt par rapport aux parents et aussi par rapport aux enseignants. Si vous voyez des enfants qui performent à l'école, qui sont vraiment en tête de classe, machine de guerre, comme je l'ai été, mais où il y a un petit truc qui coince, un très léger décalage, un très léger sujet où vous voyez que l'enfant est un chouïa moins performant, c'est intéressant de creuser. Parce qu'en fait, on pourrait se dire « ouais, elle est HPI, c'est bon, elle a fait un bac+5 easy peasy ».
c'est vrai, enfin c'est une réalité. Mais pour autant, la souffrance que j'ai eue et que je peux continuer d'avoir par rapport à la dyscalculie ou par rapport à la dyspraxie, c'est un truc qui a été vraiment pénible à avoir ça en étant seule, sans que ce soit observé, formalisé et bien sûr suivi. Et donc là, aujourd'hui, à 33 ans, je suis une grande fille, je me prends en main, machin, mais je me retrouve à aller chez une orthophoniste une fois par semaine, ce qui est génial, enfin, c'est une des rencontres les plus fondamentales de ma vie. Mais clairement, j'aurais adoré pouvoir être diagnostiquée petite fille et ne pas avoir à 33 ans à faire un truc qu'il aurait fallu faire quand j'étais à l'école primaire. Alors, quand même, Athénaïs, le livre, on le trouve juste à la sortie, hein, c'est ça? Oui, exactement. Donc, si vous le voulez, il est Sur un stand. Il est sur un stand en souvenir pour Noël. Il y en a déjà dans la salle. Il y en a déjà dans la salle. Donc, n'hésitez pas. Et, voilà. Et bravo. Merci. Bravo à toutes les trois. Vous avez même le droit à une dédicace. Hein. Ouais.